C'est exactement ce qui m'est arrivé lors de ce que je pensais être juste une autre soirée de jeudi ennuyeuse. Je faisais ma routine habituelle, qui consistait essentiellement à réchauffer des restes de plats chinois à emporter d'il y a 2 soirs. Ne me jugez pas. Le poulet du général TSO s'améliore avec l'âge, comme le bon vin ou mon cynisme, et à parcourir Netflix en essayant de comprendre pourquoi leur algorithme pense que je suis une sorte de passionné de tueur en série. Sérieusement, quel genre de données ai-je fourni à ce truc? Je regarde un documentaire sur un type qui collectionnait les ongles de pied et soudain Netflix pense que je suis le prochain Ted Bundy. Les recommandations devenaient ridicules. Meurtre dans les petites villes, le cannibale d'A accent grave côté, comment se débarrasser des corps 101. D'accord, j'ai peut-être inventé le dernier, mais vous voyez l'idée. Jessica s'affairait dans la cuisine, faisant ce truc qu'elle fait où elle réorganise l'étagère à épices pour la 15e fois ce mois-ci. Vous savez, parce qu'apparemment l'origan et le paprika ont une sorte de querelle de sang qui nécessite une intervention diplomatique constante. Elle a 33 ans, ma femme depuis 4 ans, et elle a cette habitude agaçante de s'éclaircir la gorge quand elle est sur le point de dire quelque chose d'important. C'est comme son système d'alerte personnel, sauf qu'au lieu de m'alerter de l'arrivée de missiles, cela signifie généralement qu'elle est sur le point de me dire que nous n'avons plus de son lait d'amande sophistiqué ou que sa mère vient nous rendre visite pendant une semaine. Mais cette fois c'était différent. Le raclement de gorge avait une certaine gravité, comme si elle était sur le point d'annoncer le gagnant d'un Oscar ou de déclarer la guerre à un petit pays. J'aurais dû savoir à ce moment-là que ma paisible soirée de jeudi était sur le point de partir en enfer dans un panier garni de papiers de divorce et de rêves brisés. J'emménage avec mon ex-mari Daniel pour mieux coparenter, a-t-elle dit, tout simplement. D'un ton désinvolte, comme si elle commentait la météo ou me demandait si je voulais plus de sauce soja sur mon riz frit. Tu comprendras un jour. J'ai cligné des yeux 1, 2, 3 fois, parce que mon cerveau devait sûrement mal fonctionner. Peut-être que je faisais une sorte d'AVC provoqué par trop de glutamate et d'anxiété induite par Netflix. Peut-être que je rêvais et que c'était un de ces cauchemars bizarres où votre subconscient décide de vous torturer avec les scénarios les plus aléatoires et ridicules possibles. Mais non, Jessica se tenait là, les mains sur les hanches dans cette pose qu'elle prend quand elle pense être raisonnable et mature, attendant ma réponse comme si elle venait d'annoncer qu'elle passait au lait d'avoine au lieu du lait d'amande. Son expression était un étrange mélange de défi et de nervosité, comme si elle savait que ce qu'elle disait était complètement insensé, mais qu'elle était déterminée à prétendre que cela avait parfaitement du sens. Était-ce une farce? J'ai même regardé autour de la pièce, m'attendant à moitié à voir des caméras cachées derrière nos plantes artificielles, parce que bien sûr nous avons des plantes artificielles. Jessica tue tout ce qui est vert qui entre dans cette maison, y compris mes espoirs et mes rêves, apparemment. Peut-être que c'était une de ces émissions de caméras cachées élaborées où ils voient jusqu'où ils peuvent pousser quelqu'un avant qu'il ne perde complètement les pédales et se retrouve sur YouTube dans une vidéo virale de crise de nerfs. Mais non, le regard dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle était très sérieuse. Ma femme depuis 4 ans venait d'annoncer qu'elle emménageait avec son ex-mari. Le même ex-mari dont elle s'était plainte pendant d'innombrables heures, le qualifiant d'homme enfant irresponsable qui ne se souvenait pas de venir chercher sa propre fille les week-ends qui lui étaient désignés. Le même Daniel qui devait encore des milliers de dollars de pension alimentaire et pensait qu'un cadeau d'anniversaire approprié pour son enfant était un ours en peluche de station-service et un paquet de Skittles. Le silence s'était tiré entre nous comme un élastique sur le point de casser. Je pouvais entendre le micro-ondes bourdonner, terminant ma triste excuse de dîner. L'écran de Netflix était passé à cet agaçant économiseur d'écran qu'il fait quand on l'ignore trop longtemps. Il me jugeait probablement pour mon incapacité à m'engager à regarder quelque chose. Tout semblait surréaliste, comme si je regardais cette conversation arriver à quelqu'un d'autre, à distance. Et puis, parce qu'apparemment mon cerveau a décidé de prendre des vacances juste au moment où j'en avais le plus besoin, j'ai souri. Pas un sourire heureux, pas un sourire triste, mais un de ces sourires qui dit « Eh bien, ça arrive et je vais soit rire, soit perdre complètement la tête. » Alors, choisissons la première option. Absolument, ai-je dit, et je jure devant Dieu, le mot est sorti de ma bouche comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, comme si une autre version de moi avait temporairement pris le contrôle de mes cordes vocales et avait décidé de jouer le jeu de cette blague cosmique. Le visage de Jessica est passé par environ 17 expressions différentes en l'espace de 2 secondes. Confusion, soulagement, suspicion, plus de confusion, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. Elle s'était manifestement préparée à une dispute, peut-être même qu'elle l'espérait.
Il n'y a rien que Jessica aime plus qu'une bonne scène dramatique où elle peut jouer la victime et où je peux jouer le mari déraisonnable qui ne comprend pas sa croissance et son cheminement. Mais je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Pas cette fois. Parce que voilà le truc quand on est marié à quelqu'un depuis 4 ans. On apprend ses schémas. On comprend ses stratégies, ses coups habituels, ses tactiques de manipulation préférées. Et la plus grande arme de Jessica avait toujours été mes réactions prévisibles à ses conneries. Elle s'attendait à ce que je crie. Elle s'attendait à ce que je jette des objets, peut-être que je sorte de la maison en claquant la porte, certainement que je la traite de folle et que je lui demande d'expliquer comment emménager avec son ex-mari était censé aider qui que ce soit, en particulier leur fille de 8 ans, Chloé. Elle voulait le drame, la grande scène émotionnelle, la justification de sa décision qui viendrait sous la forme de moi étant le mari stéréotypé, possessif et contrôlant. Au lieu de cela, je complotais déjà. Et le sarcasme, mon plus vieil et plus fiable ami, m'enveloppait comme une armure, me protégeant de l'impact total de ce qui se passait. Parce que si je me laissais vraiment ressentir ce qui se passait à ce moment-là, si je permettais à la réalité de ma femme annonçant nonchalamment qu'elle me quittait pour son ex-mari de s'installer, j'aurais peut-être fait quelque chose de stupide comme supplier ou pleurer ou souligner le fait évident que la coparentalité ne nécessite pas de partager une chambre et de jouer à la petite famille. Alors j'ai souri plus largement et j'ai pu voir que ça la faisait flipper. Bien. Laisse-la se demander ce que je pensais. Laisse-la se demander si son plan brillant allait être aussi facile qu'elle le pensait, parce que Jessica venait de faire la plus grosse erreur de sa vie, et elle ne le savait même pas encore. Le micro-ondes a sonné, et je me suis levé pour prendre ma nourriture chinoise réchauffée, la laissant là, l'air de quelqu'un qui vient de retirer la goupille d'une grenade et qui a réalisé qu'il a oublié de la lancer. Si vous pensez que j'ai passé cette première nuit à me tourner et retourner, à pleurer dans mon oreiller comme un adolescent au cœur brisé qui vient de se faire larguer au bal de fin d'année, vous vous trompez lourdement. Non, monsieur. J'ai dormi comme un bébé. Plus précisément, comme un bébé qui vient de trouver le moyen parfait de se venger des personnes qui l'ont empêché de dormir pendant des mois. Je me suis réveillé le vendredi matin avec une clarté d'esprit qui aurait rendu Sunday fier. Jessica voulait du soutien. Oh, j'allais lui en donner, d'une manière qui ferait passer Gandhi pour un amateur. Le plan était simple. Devenir le mari le plus serviable, compréhensif et solidaire de l'histoire des mariages ratés. J'allais être tellement solidaire que les générations futures écriraient des chansons sur ma solidarité. J'allais soutenir cette situation jusqu'à ce que Jessica réalise l'erreur colossale qu'elle faisait ou jusqu'à ce que j'ai assez de munitions pour faire exploser son petit monde imaginaire de l'intérieur. Alors, pendant les 7 jours suivants, je me suis transformé en Ward Cleaver rencontre Mère Teresa avec une pointe de cette énergie de Marie de Stepford qui met les gens mal à l'aise, mais ils ne peuvent pas tout à fait mettre le doigt dessus. J'étais debout à 6 heures tous les matins, lui préparant son café exactement comme elle l'aime. 2 sucres, du lait d'avoine, parce que le lait normal est apparemment le diable maintenant, et une touche de cet extrait de vanille qu'elle prétend rendre artisanal. Je le lui présentais avec un sourire si éclatant qu'il aurait pu alimenter notre maison pendant une semaine. « Bonjour, ma chérie, disais-je. Et je jure que je pouvais voir la confusion scintiller sur son visage à chaque fois. Elle attendait que l'autre chaussure tombe, que je craque enfin et que je commence la dispute pour laquelle elle se préparait manifestement. Mais non, j'étais Monsieur Zen, flottant dans notre maison comme une sorte de Bouddha domestique qui avait atteint l'illumination par une serviabilité agressive. La situation de l'emballage était là où j'ai vraiment brillé. Jessica, étant Jessica, avait transformé ce qui aurait dû être une simple opération, jette tes affaires dans des boîtes, en une sorte de rêve fiévreux à la Marie Kondo. Elle tenait chaque objet, ayant ces conversations philosophiques profondes avec elle-même sur le fait de savoir si sa collection de 37 masques faciaux différents suscitait de la joie ou si son tiroir rempli d'équipements d'exercice qu'elle avait utilisé exactement 2 fois devait faire le voyage jusqu'à la casa de Daniel. Moi, j'ai adopté une approche beaucoup plus pratique. Je suis allé chez Home Depot, parce que bien sûr je suis allé chez Home Depot. Où d'autre un homme va-t-il quand sa vie s'effondre? J'ai acheté assez de boîtes pour emballer un petit village. Puis je les ai étiquetées avec le genre de précision qui ferait pleurer de joie un organisateur professionnel. Affaires de cuisine, ennuyeux mais précis. Articles de toilette, pratique et direct. Mais ensuite, parce que je ne suis pas complètement mort à l'intérieur, j'ai commencé à être créatif. Illusion. C'était la boîte où j'ai emballé tous ces livres de développement personnel. Ceux avec des titres comme « Trouver sa déesse intérieure » et « Pourquoi les femmes qui aiment trop aiment les hommes qui n'aiment pas assez » ou peu importe comment s'appelait cette absurdité.
23 livres sur la découverte de soi, et elle a quand même réussi à se perdre de la pire des manières. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mauvaise décision. C'était une boîte plus grande remplie de toutes les preuves de ses choix de vie douteux. Les pantalons de yoga chers qu'elle avait achetés pour ce cours de yoga chaud auquel elle avait assisté exactement 3 fois avant de décider que l'instructeur était trop agressif. Le presse-agrumes qui coûtait plus cher que le paiement de ma voiture et qui avait été utilisé pour faire exactement un smoothie avant d'être relégué à prendre de la place sur le comptoir. La collection de cristaux qu'elle avait achetés pendant sa brève phase d'éveil spirituel où elle était convaincue que l'améthyste pouvait tout guérir, des maux de tête à nos problèmes de mariage. Et mon préféré, regret futur. C'est là que j'ai emballé toutes les photos de nous ensemble, celles qu'elle voudrait probablement récupérer un jour quand elle réalisera qu'emménager avec un fainéant au chômage qui doit plus de pension alimentaire que certaines personnes ne gagnent en un an n'était pas exactement la fin de conte de fées qu'elle avait imaginé. Photos de mariage, photos de vacances, ce ridicule portrait de couple que nous avions pris chez Sears. Oui, Sears. Parce qu'apparemment, j'ai 80 ans. Où nous avions tous les deux l'air constipés mais heureux. Le plus beau, c'est que Jessica n'a remarqué aucune de mes étiquettes créatives. Elle était trop occupée à voltiger dans la maison, ivre de l'adrénaline de sa décision courageuse, pour prêter attention au fait que son mari fournissait essentiellement un commentaire courant sur leur relation à travers les étiquettes des boîtes. Elle passait devant, mauvaise décision, sans même sourciller. C'était comme vivre avec quelqu'un qui avait développé une vision sélective qui ne fonctionnait que lorsqu'il s'agissait de voir ce qu'elle voulait voir. Mais le vrai chef-d'œuvre est venu lorsque j'emballais son placard. Caché derrière une pile de pulls qu'elle n'avait jamais portés parce qu'apparemment elle les avait achetés pour la personne qu'elle voulait être, pas la personne qu'elle était réellement, j'ai trouvé un dossier manille étiqueté « Document juridique » de son écriture. Maintenant, n'importe quelle personne normale l'aurait simplement emballé sans regarder, parce que qui fouille dans les papiers privés de son conjoint, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis un gars dont la femme vient d'annoncer qu'elle emménage avec son ex-mari. Donc, ma définition des limites appropriées avait pris de petites vacances. À l'intérieur de ce dossier se trouvait un trésor d'informations qui a fait ma semaine. Accord de garde, documents de pension alimentaire, dossier financier, tout ce qui peignait une image très différente de Saint-Daniel que celle que Jessica vendait. Apparemment, notre garçon Danny devait 19 200 $ de pension alimentaire, avait violé son accord de garde plus de fois que je ne pouvais compter, et avait un score de crédit qui ferait pleurer de joie un avocat spécialisé en faillite. Mais la vraie mine d'or était les captures d'écran de textos que Jessica avait apparemment gardées comme une sorte de police d'assurance. Des messages entre elle et Daniel remontant à des mois, parlant de leur plan pour se remettre ensemble. Des messages où ils discutaient de moi comme si j'étais une ressource financière plutôt que, vous savez, un être humain avec des sentiments. Mon préféré était le commentaire de Daniel sur le fait que j'étais, utile, comme un distributeur automatique ambulant, suivi de la réponse emoji riant aux larmes de Jessica. Ouais, celui-là a un peu piqué. D'accord, il a beaucoup piqué. Mais il a aussi cristallisé quelque chose pour moi. Il ne s'agissait pas de coparentalité. Il ne s'agissait pas de ce qui était le mieux pour la petite Chloé. Il s'agissait de Jessica voulant le beurre et l'argent du beurre, me gardant comme le filet de sécurité stable et financièrement responsable pendant qu'elle jouait à la petite famille avec son ex-mari et se convainquait qu'elle le faisait, pour les enfants. J'ai fait des copies de tout, chaque document, chaque capture d'écran, chaque preuve qui montrait exactement à quel genre de personne j'avais affaire. Puis j'ai remis les originaux exactement là où je les avais trouvés, parce que je ne suis pas un monstre. Je suis juste un gars qui croit en la préparation. Le reste de la semaine s'est poursuivi dans la même veine. J'ai plié ces pantalons de yoga avec le genre de précision qui rendrait jaloux un employé de magasin, pliant chaque paire comme si je passais une audition pour un emploi chez Gap. J'ai organisé sa collection de maquillage par couleur et fréquence d'utilisation. Spoiler, la plupart tombaient dans la catégorie « acheté lors d'une vente chez Sephora et utilisé une fois ». J'ai même nettoyé sa voiture, aspirant les sièges et organisant sa boîte à gants parce qu'apparemment, j'avais décidé que si j'allais être solidaire, j'allais être agressivement, massivement solidaire. Et pendant tout ce temps, Jessica devenait de plus en plus émotive. Pas triste, mais confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son grand geste dramatique ne produisait pas la réaction qu'elle attendait. Mercredi, elle pleurait vraiment, debout dans notre cuisine, entourée de boîtes soigneusement étiquetées, me regardant comme si j'étais une sorte de saint. C'est pour ça que tu es le meilleur, sanglotait-elle, serrant un mouchoir comme une bouée de sauvetage.
Tu es si mature à ce sujet. Si compréhensif. Je savais que tu verrais que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je lui ai tendu un autre mouchoir et j'ai souri. Ce même sourire éclatant que j'avais pratiqué toute la semaine. Bien sûr, ma chérie. Je veux juste ce qui te rend heureuse. Et je le pensais, en un sens. Je voulais ce qui la rendrait heureuse. Malheureusement pour Jessica, ce qui était sur le point de la rendre heureuse et ce qui la rendrait réellement heureuse étaient deux choses très différentes. Mais elle le découvrirait bien assez tôt. Car pendant que j'étais le mari le plus solidaire du monde, j'étais aussi le chercheur le plus approfondi du monde. Et ce que j'avais recherché était sur le point de transformer son petit paradis de coparentalité en une émission de télé-réalité que personne ne voulait regarder. Le samedi matin est arrivé comme la finale d'une émission de télé-réalité vraiment tordue. Sauf qu'au lieu que quelqu'un gagne $1 million, ma femme était sur le point d'emménager avec son ex-mari fainéant. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui payais la facture de cette émission de merde, parce que bien sûr que oui. Quand vous êtes le distributeur automatique ambulant de la relation, vous avez le privilège de payer pour votre propre humiliation. C'est comme acheter des billets pour regarder votre maison brûler, sauf que les pompiers vous facturent des heures supplémentaires. Je me suis réveillé à 5h30, ce qui est environ 4 heures plus tôt que je ne me lève jamais le week-end. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de mon sommeil de beauté. Aujourd'hui, il s'agissait de s'assurer que toute cette opération se déroule sans accroc. Parce que rien ne dit, mari solidaire, comme louer le camion de déménagement avec sa propre carte de crédit pour aider sa femme à s'installer avec un autre homme. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur du pain grillé. L'agence UOL était l'un de ces établissements de centres commerciaux déprimants qui ont l'air d'avoir été construits pendant l'administration Carter et n'ont pas été mis à jour depuis. Vous voyez le genre. Des néons clignotants, un comptoir qui a vu plus de divorces et de crises de vie qu'un juge des affaires familiales, et cette odeur spéciale de désespoir qui imprègne chaque surface. Le gars derrière le comptoir avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs, ce qui nous faisait d'eux. Un 26 pieds, a-t-il demandé, sans lever les yeux de son écran d'ordinateur qui fonctionnait apparemment sous Windows 95. Oui, ça devrait le faire, ai-je dit, en faisant glisser ma carte de crédit sur le comptoir. J'emménage ma femme avec son ex-mari. Vous savez comment c'est. Ça a attiré son attention. Il m'a regardé comme si je venais de lui dire que je prévoyais de jongler avec des tronçonneuses enflammées en faisant du monocycle. Pardon ? Coparentalité, ai-je expliqué avec le genre de sourire qui lui a probablement fait se demander s'il devait appeler quelqu'un. C'est très moderne, très progressiste. Je suis juste le mari solidaire qui aide à faciliter cette belle réunion. Il m'a fixé pendant 10 bonnes secondes avant de décider que quoi qu'il se passe ici, c'était bien au-dessus de son salaire. Homme intelligent. Il a traité ma location, m'a tendu les clés et m'a souhaité bonne chance d'un ton habituellement réservé au diagnostic de cancer en phase terminale. Le camion était à peu près aussi fiable que mon mariage s'était avéré l'être, mais il a démarré au 3e essai et n'a fait ce bruit de grincement inquiétant que lorsque j'ai passé la marche arrière. Donc, nous étions prêts. Je l'ai ramené à notre maison, ma maison, où Jessica avait ce qui semblait être une dépression nerveuse à grande échelle déguisée en emballage organisé. Elle était debout depuis l'aube, courant partout comme un écureuil caféiné, vérifiant les boîtes et faisant des listes sur des choses qu'elle aurait pu oublier de mettre sur d'autres listes. Ses cheveux faisaient ce truc qu'ils font quand elle est stressée, se dressant à des angles bizarres comme si elle avait été électrocutée. Et elle portait ce vieux pyjama avec le trou au genou qu'elle prétend être confortable, mais qui lui donne surtout l'air d'avoir abandonné la vie. « As-tu pris le grand camion ?» a-t-elle demandé, sans même lever les yeux de la crise organisationnelle qui la consumait. Parce que je pense qu'on pourrait avoir besoin du grand camion. Il y a plus de choses que je ne le pensais. Je ne savais pas que j'avais autant de choses. Penses-tu que tout rentrera? Et si ça ne rentre pas? Ça rentrera, ai-je dit. Parce qu'apparemment, j'avais été promu de mari à coordinateur logistique du jour au lendemain. Et si ça ne rentre pas, nous ferons 2 voyages, parce que je suis serviable comme ça. Le sarcasme lui a complètement échappé, ce qui n'était pas surprenant. Jessica avait la capacité unique d'entendre exactement ce qu'elle voulait entendre et de filtrer tout ce qui ne correspondait pas à son récit actuel. C'était comme si elle avait une ouïe sélective, sauf qu'au lieu de manquer les hautes fréquences, elle manquait la réalité. À 9h, nous avions chargé le camion avec ce qui semblait être la moitié de nos biens matériels. Les vêtements de Jessica, ses livres,
son équipement d'exercice qui n'avait été utilisé approximativement jamais, sa collection de bougies parfumées qui sentaient les rêves de vanille et la brise marine, spoiler, notre maison n'est nulle part près d'un océan, et environ 700 produits de beauté différents qui promettaient de la faire paraître 10 ans plus jeune, mais qui avaient surtout fait ressembler notre comptoir de salle de bain à l'explosion d'un magasin de cosmétiques. Et puis il était temps pour l'événement principal, le trajet jusqu'à chez Daniel. Daniel vivait dans l'un de ces développements de banlieue qui essayaient vraiment d'avoir l'air haut de gamme, mais qui finissait par ressembler à quelqu'un qui avait copié-collé le même design de maison 47 fois et appelé ça un quartier. Des MC mentions préfabriquées avec de minuscules jardins et des règles de copropriété qui régissaient probablement la nuance de beige acceptable pour votre boîte aux lettres. C'était le genre d'endroit où les gens conduisaient des monospaces et se plaignaient de leurs impôts fonciers tout en jugeant secrètement l'entretien de la pelouse de leurs voisins. Sa maison était au bout d'une impasse, ce qui semblait approprié. Une impasse pour un type dans une impasse. La pelouse avait besoin d'être tondue. Il y avait des journaux empilés sur le porche avant comme une sorte de fort d'actualité, et l'allée avait plus de fissures que ma foi en l'humanité. Mais bon, c'est là que Jessica avait décidé que son avenir se trouvait. Alors, qui étais-je pour juger? Daniel est sorti nous accueillir avant même que nous soyons garés. Et laissez-moi vous dire, l'homme n'avait pas bien vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il ressemblait à quelqu'un qui avait pris le type avec qui Jessica était mariée et l'avait passé dans une machine à laver réglée sur « déception de la vie ». Ses cheveux faisaient ce truc où les mecs essaient de cacher leur calvitie en laissant pousser les côtés plus longs et en les peignant par-dessus. Sauf que le vent ne coopérait pas et il avait l'air d'avoir été électrocuté. Il portait un short cargo en octobre et un t-shirt qui lui allait probablement il y a 7 kilos. Mais le vrai clou du spectacle, c'était son attitude. Ce type s'est pavané jusqu'à notre camion comme s'il était le héros de son propre film d'action. Le torse bombé, un sourire stupide plaqué sur son visage comme s'il venait de gagner à la loterie, ce qui, je suppose, était le cas dans son esprit. Il récupérait son ex-femme, une babysitter intégrée pour son enfant, et un autre pigeon payait le camion de déménagement. De son point de vue, c'était probablement le meilleur jour de sa vie pathétique. Eh bien, a-t-il dit, et je jure devant Dieu, il s'est frotté les mains comme une sorte de méchant de dessin animé. Regardez ce que le chat a ramené. Je suis sorti du camion et j'ai tendu la main comme l'adulte mature et raisonnable que je prétendais être. Daniel, content de te revoir. Il m'a serré la main avec une de ces poignées agressives que les hommes peu sur deux utilisent pour essayer de prouver quelque chose. Vous savez, le genre. Serrer un peu trop fort, tenir un peu trop longtemps, établir un contact visuel comme si vous essayiez de regarder dans l'âme de quelqu'un. C'était comme se faire malmener par un vendeur de voitures d'occasion avec des problèmes de père. Il faut un vrai homme pour faire passer l'enfant en premier, a-t-il dit, et la suffisance dans sa voix était si épaisse que j'aurais pu la mettre en bouteille et la vendre comme supplément de confiance. Tout le monde ne serait pas assez mature pour gérer cette situation. Oh, je suis d'accord, ai-je répondu, en gardant ce même sourire agréable que j'avais pratiqué toute la semaine. Les enfants devraient toujours passer en premier. Tout est pour les enfants, n'est-ce pas? Il a hoché la tête avec enthousiasme, manquant complètement le fait que je superposais le sarcasme si épais qu'il dégoulinait pratiquement sur son allée fissurée. C'était un homme qui devait près de 20 000 $ de pension alimentaire, me parlant de faire passer les enfants en premier. C'était comme recevoir une leçon de sobriété d'un conducteur ivre, sauf que c'était encore plus ridicule. Jessica est sortie du siège passager, vibrant pratiquement d'une excitation nerveuse. Elle avait l'air sur le point de vomir ou de se mettre à danser, peut-être les deux simultanément. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillants, et elle avait cette énergie maniaque que les gens ont quand ils sont sur le point de faire quelque chose de vraiment stupide ou de vraiment génial, et qu'ils ne peuvent pas faire la différence. N'est-ce pas parfait, a-t-elle lancé, regardant alternativement Daniel et moi comme si elle s'attendait à ce que nous commencions à chanter des airs de comédie musicale ensemble. Tout le monde s'entend bien, tout le monde est si mature à ce sujet. C'est exactement comme ça que la coparentalité devrait fonctionner. Daniel a hoché la tête sagement, comme s'il était une sorte d'expert en relations fonctionnelles, malgré le fait que son précédent mariage s'était terminé de manière spectaculaire et qu'il vivait actuellement dans une maison qui avait l'air de ne pas avoir été nettoyée correctement depuis l'administration Clinton. Exactement. C'est ce que font les vrais adultes. Je les ai regardés se féliciter de leur maturité et de leur pensée progressiste et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère exactement, même pas de la peine vraiment, plutôt de la clarté. Ces deux idiots pensaient vraiment qu'ils étaient les gentils de cette histoire.
Ils s'étaient convaincus que cette mascarade élaborée était en quelque sorte noble, qu'ils mettaient de côté leurs propres désirs égoïstes pour le bien commun. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Eh bien, ai-je dit, en tapant dans mes mains comme un moniteur de camp essayant de rallier les troupes. On devrait peut-être décharger ces affaires? J'ai des projets pour plus tard. Et j'avais des projets. De grands projets. Des projets qui impliquaient leur boîte aux lettres et des documents très intéressants que j'avais passé la matinée à copier et à organiser. Des projets qui allaient transformer leur petit paradis de coparentalité en un cirque à 3 pistes avec des clowns supplémentaires. Mais d'abord, j'allais être l'assistant de déménagement le plus serviable qu'ils aient jamais vu. Parce que parfois, la meilleure vengeance est de donner aux gens exactement ce qu'ils pensent vouloir, puis de s'asseoir et de les regarder s'étouffer avec. Après 3 heures à jouer l'assistant de déménagement le plus serviable du monde, à porter des boîtes étiquetées, mauvaise décision, et, regrets futurs, tandis que Daniel se tenait là à pointer des choses comme s'il dirigeait la circulation à l'intersection la plus lente du monde, il était enfin temps pour le grand final, la pièce de résistance, le moment que je planifiais depuis que j'avais découvert ce petit trésor dans le placard de Jessica. Le déchargement avait été une masterclass de théâtre passif-agressif. Daniel n'arrêtait pas de faire des commentaires sur la façon dont les vrais hommes gèrent les affaires, tout en ne faisant absolument aucun travail réel, et Jessica voltigeait, arrangeant ses bougies parfumées comme si elle était Martha Stewart se préparant pour une séance photo de magazine au lieu d'une femme qui venait de faire exploser son mariage pour jouer à la petite famille avec un fainéant. Pendant ce temps, je portais boîte après boîte, souriant comme un golden retriever lobotomisé, les laissant penser qu'ils étaient les plus intelligents de cette équation. Vous savez quoi? Ai-je annoncé alors que nous finissions de fourrer le dernier équipement de yoga de Jessica dans le salon déjà encombré de Daniel. Je pense que je vais y aller. Je vous laisse vous installer dans votre nouvel arrangement. Jessica s'est précipitée et m'a jeté les bras autour du cou dans une de ces étreintes qui sont censées être émotionnelles, mais qui sont surtout gênantes, comme serrer son cousin dans ses bras à des funérailles. Ses yeux étaient embués et elle avait ce regard que les femmes ont quand elles pensent être profondes. Merci beaucoup pour ça, a-t-elle murmuré contre mon épaule. D'être si compréhensif, si solidaire. C'est exactement pourquoi tu es un homme si bon. Je lui ai tapoté le dos comme si je faisais rôter un bébé. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, ma chérie. Surtout la petite Chloé. Daniel, pour ne pas être en reste dans le département de la fausse sincérité, s'est approché et a de nouveau tendu la main. Cette fois, sa poignée était moins agressive et plus reconnaissante. Comme s'il croyait vraiment que j'étais une sorte de saint qui bénissait leur union par mon noble sacrifice. Sérieusement, mec, a-t-il dit. Et je jure que sa voix a craqué un peu. Ça signifie tout. Tu montres un vrai caractère ici. Une vraie classe. Je lui ai serré la main et je l'ai regardé droit dans les yeux. N'en parle pas, Daniel. Vraiment, n'en parle à personne. Ils ont tous les deux souri à ce qu'ils pensaient être de ma part de l'humilité. Si seulement ils savaient. Je suis remonté dans le yawl, mon yawl, loué avec ma carte de crédit pour faciliter ma propre humiliation, et je suis parti dans le coucher de soleil de la banlieue, en leur faisant signe au revoir comme une sorte de chauffeur d'aimant. Dans mon rétroviseur, je pouvais les voir debout dans l'allée, le bras de Daniel autour de la taille de Jessica. Tous deux me regardant partir avec ces sourires satisfaits comme s'ils venaient de réussir le casse du siècle. Mais je ne rentrais pas chez moi. Oh non, j'avais un autre arrêt à faire. J'ai conduit exactement à 3 pâtés de maison et je me suis garé derrière un Starbucks où j'ai passé les 20 minutes suivantes à organiser mes matériaux comme une sorte d'espion de banlieue se préparant à une opération secrète. J'ai tout mis dans une enveloppe manie que j'avais étiquetée, correspondance importante, de ma plus belle écriture, car si vous allez détruire la vie de quelqu'un, autant être organisé. D'abord, une copie de l'accord de garde original de Daniel, que j'avais trouvé mélangé aux documents juridiques de Jessica. C'était une belle pièce de travail qui stipulait clairement en jargon juridique qu'aucune des parties n'était autorisée à avoir des partenaires romantiques vivant à la maison pendant les périodes de garde. Apparemment, c'était quelque chose pour lequel Jessica s'était battue pendant leur divorce, à l'époque où elle était l'épouse bafouée qui ne voulait pas que sa fille soit exposée au défilé de petites amies de Daniel. L'ironie était si parfaite qu'elle s'est pratiquement emballée toute seule. Ensuite, les relevés de pension alimentaire, imprimés directement de la base de données de l'État que tout citoyen concerné peut consulter s'il sait où chercher. 19 200 $ de pension alimentaire impayée au cours des 3 dernières années. Ce n'est pas de l'argent, j'ai oublié d'envoyer un chèque. C'est de l'argent,
je suis un fainéant qui a esquivé mes responsabilités tout en achetant de la bière artisanale et des bandes dessinées vintage. Chaque paiement manqué était documenté avec des dates, des montants et des frais de retard qui s'étaient accumulés comme les intérêts sur la dette d'un usurier. Mais le vrai chef-d'œuvre était la collection de captures d'écran que j'avais, empruntée, au téléphone de Jessica pendant qu'elle était sous la douche ce matin-là. Elle l'avait laissé charger sur le comptoir de la cuisine. Et comme j'avais encore son mot de passe, parce qu'apparemment elle me faisait confiance, la pauvre idiote, j'avais pris la liberté de copier quelques conversations textuelles particulièrement intéressantes sur mon propre téléphone. Les messages entre elle et Daniel, remontant à des mois, planifiant leur petite réunion pendant que j'étais au travail, gagnant l'argent qui maintenait notre ménage à flot. Mon préféré datait de 6 semaines. Une fois que nous vivrons de nouveau ensemble, nous n'aurons plus besoin de son argent, avait écrit Daniel. Je trouverai un meilleur travail. Tu pourras travailler à temps partiel et nous pourrons redevenir une vraie famille. La réponse de Jessica. Et lui? Il a été bon pour nous. Daniel, il est utile, comme un distributeur automatique ambulant. Mais Chloé a besoin de son vrai père, pas d'un remplaçant qui pense que jeter de l'argent partout le rend important. Et puis Jessica, ma femme aimante depuis 4 ans, avait répondu avec un emoji qui pleure de rire et les mots « Tu es terrible ». Mais tu as raison. Il s'en sortira. Il a son travail ennuyeux et sa vie ennuyeuse. Nous lui donnons la chance de trouver quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Ouais, celui-là avait piqué quand je l'ai lu pour la première fois. Mais maintenant, assis dans mon camion avec du matériel de vengeance étalé sur le siège passager comme un système de classement vindicatif, cela ne faisait que me rendre plus déterminé à leur donner exactement ce qu'ils méritaient. J'avais également inclus quelques autres captures d'écran de choix, comme Daniel se plaignant d'avoir dû faire semblant d'être reconnaissant quand je l'avais aidé à réparer sa voiture le mois dernier, ou Jessica discutant de la façon de me gérer pendant la transition pour que je ne complique pas les choses. Ces gens jouaient aux échecs pendant que je jouais aux dames. Sauf qu'il s'est avéré que j'avais en fait joué aux échecs en 3 dimensions, et qu'ils essayaient toujours de comprendre quel bout des pièces allait vers le haut. Mais le joyau de la couronne, la chose qui m'a fait éclater de rire dans mon camion comme une sorte de maniaque, c'était la note que j'avais écrite sur un post-it jaune vif de ma plus belle écriture de citoyen concerné. Daniel, je pensais que tu devrais voir ce que Jessica a dit à propos de ta calvitie. Regarde la page 3. Un ami qui te veut du bien. Il n'y avait pas de page 3. Je m'en étais assuré. Mais il y allait y avoir un Daniel très paranoïaque fouillant chaque morceau de papier de cette enveloppe, se demandant ce que Jessica avait dit sur son cuir chevelu de plus en plus visible et la confrontant probablement à ce sujet. Parce que rien ne détruit la confiance dans une relation comme le soupçon que votre partenaire se moque de vos insécurités physiques dans votre dos, même quand ce n'est pas le cas. La beauté de la paranoïa, c'est qu'elle est auto-entretenue. Une fois que vous plantez cette graine de doute, elle pousse toute seule, nourrie par chaque regard de travers, chaque pause dans la conversation, chaque moment où votre partenaire semble penser à autre chose. Daniel allait se rendre fou à se demander ce qui n'était pas là. Et Jessica allait se rendre folle à essayer de le convaincre qu'elle n'avait jamais rien dit sur sa calvitie, ce qui ne ferait que le rendre plus méfiant. J'ai tout scellé dans l'enveloppe et je suis retourné dans le quartier de Daniel, me garant à 2 rues de là et marchant dans le labyrinthe de la banlieue comme si j'étais chez moi. C'était ce moment parfait de la soirée où tout le monde était à l'intérieur en train de dîner et de regarder la télévision. Les rues étaient donc vides, à l'exception d'un promeneur de chiens occasionnel ou d'un jogger prétendant aimer l'exercice. La boîte aux lettres de Daniel était l'une de ces boîtes en métal noir standard de banlieue qui venaient probablement avec la maison et n'avaient jamais été mises à jour, car pourquoi gaspiller de l'argent pour l'esthétique d'une boîte aux lettres quand on peut le dépenser en bière artisanale et en bande dessinée vintage à la place? Elle se tenait au bout de son allée comme un petit monument noir à la médiocrité, complètement inconsciente qu'elle était sur le point de devenir le point zéro d'une explosion nucléaire domestique. Je m'en suis approché, l'air de rien, comme un voisin sortant pour une promenade du soir qui se trouvait porter une enveloppe manille pleine d'informations destructrices. L'enveloppe a glissé dans la boîte aux lettres avec un petit bruit satisfaisant, s'installant à côté de ce qui ressemblait à une pile d'avis de retard et de prospectus d'épicerie. Et puis je suis parti, les mains dans les poches, sifflotant un air que je ne pouvais même pas identifier. Juste un autre papa de banlieue sortant prendre l'air par une belle soirée de samedi. Certainement pas quelqu'un qui vient d'allumer la mèche d'une bombe à retardement relationnel qui allait exploser dans environ 12 heures, quand Daniel irait chercher son journal du dimanche matin. Le retour à mon camion m'a semblé flotter. Chaque pas était plus léger que le précédent, comme si je marchais sur l'air au lieu d'un trottoir fissuré. J'avais passé une semaine à être le parfait mari solidaire,
aidant ma femme à emménager avec son ex, payant pour le privilège de ma propre humiliation, et souriant à travers tout ça comme une sorte de saint. Mais maintenant, le jeu allait vraiment commencer. Et contrairement à Jessica et Daniel, qui se croyaient si malins avec leurs petits stratagèmes, je savais vraiment comment jouer. Le dimanche matin est arrivé comme Noël, Pâques et mon anniversaire, le tout réuni dans un magnifique paquet de chaos anticipé. Je me suis réveillé à 5h30 sans réveil, ce qui est pratiquement du jamais vu pour moi le week-end. Mais mon horloge interne avait apparemment été reprogrammée par la douce anticipation du drame imminent. J'ai fait du café, du vrai café avec de la vraie crème au lieu de cette absurdité de lait d'avoine à laquelle Jessica m'avait converti, et je me suis installé pour attendre que le spectacle commence. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 6h17 précise, mon téléphone a sonné avec cette sonnerie spéciale que j'avais attribuée à Jessica, le son d'une alarme de voiture, ce qui semblait de plus en plus approprié compte tenu de la dynamique de notre relation. L'identifiant de l'appelant montrait son visage souriant de nos vacances à Cancun il y a 2 ans, à l'époque où elle prétendait encore être heureuse de notre vie ennuyeuse et stable. Regarder cette photo maintenant, c'était comme regarder des preuves sur une scène de crime, sauf que le crime, c'était moi qui croyais que tout cela était réel. J'ai laissé sonner 3 fois, car répondre trop vite aurait semblé suspect et je jouais toujours techniquement le rôle de l'ex-mari solidaire qui leur donnait gracieusement de l'espace pour construire leur nouvelle vie ensemble. Quand j'ai finalement décroché, je me suis assuré que ma voix avait juste la bonne dose de confusion endormie. Jessica, tout va bien? Il est assez tôt. Ce qui est sorti de ce téléphone était un son que je n'avais jamais entendu d'un être humain auparavant. C'était comme si quelqu'un avait pris une sirène de tornade, l'avait mélangée à un accident de voiture et y avait ajouté un peu d'assaisonnement de démons possédés. Elle criait, mais pas un cri normal. C'était un cri d'opéra, le genre qui vous fait vous demander si quelqu'un se fait assassiner ou s'il vient de découvrir que son billet de loterie était à un numéro près. « Que as-tu fait » a-t-elle hurlé. Et j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille pour protéger mon oui. « Qu'est-ce que tu as mis dans cette boîte aux lettres » J'ai pris une gorgée de mon café et je me suis réinstallé dans mon fauteuil préféré. Celui dont elle s'était toujours plainte qu'il était trop bosselé, mais qui me semblait soudain être le trône le plus confortable du monde. Boîte aux lettres? Quelle boîte aux lettres? Jessica, tu n'as aucun sens. Tu te sens bien? N'ose pas, a-t-elle crié, et j'ai pu entendre des choses se fracasser en arrière-plan. On aurait dit que quelqu'un jetait des meubles. Ou peut-être que Daniel faisait une sorte de dépression et s'en prenait à sa collection IKEA. N'ose pas faire semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Chérie, tu dois te calmer et me dire ce qui ne va pas, ai-je dit en utilisant ce ton condescendant que les hommes utilisent pour rendre les femmes absolument folles. Je ne peux pas t'aider si tu n'expliques pas ce qui se passe. Il y a eu une pause remplie de ce qui ressemblait à une respiration lourde et à des cris étouffés en arrière-plan. Quand Jessica est revenue en ligne, sa voix était tombée dans ce registre calme et effrayant que les femmes utilisent juste avant de perdre complètement la tête et de commencer à lancer des couteaux de cuisine. Daniel a trouvé quelque chose dans sa boîte aux lettres ce matin, a-t-elle dit. Chaque mot dégouliné du genre de venin habituellement réservé aux criminels de guerre et aux gens qui n'utilisent pas leur clignotant. Des documents juridiques, des relevés de pension alimentaire, des captures d'écran de nos conversations privées. Et tu veux faire semblant de ne rien savoir à ce sujet. J'ai fait un bruit de réflexion, comme si j'essayais vraiment de traiter cette information choquante. Eh bien, ça a l'air terrible. Qui ferait une chose pareille? Penses-tu que c'est quelqu'un du quartier? Peut-être quelqu'un qui n'approuve pas votre situation de vie. C'était toi. A-t-elle de nouveau explosé? Et cette fois, j'ai bien entendu quelque chose se casser en arrière-plan. Probablement la collection de trophées de participation de Daniel de ses tentatives ratées de ligue de softball pour adultes. Tu as laissé ces documents. Tu as fouillé dans mes papiers privés. Jessica, ai-je dit, laissant un peu de peine s'insinuer dans ma voix. Je suis vraiment déçu que tu m'accuses de quelque chose comme ça. Tout ce que j'ai fait hier, c'est t'aider à déménager. Tu m'as demandé de tout emballer, tu te souviens? J'étais juste minutieux. Et c'était la beauté de la chose. Je n'avais pas menti. Pas techniquement. Elle m'avait demandé de tout emballer. Elle était si concentrée sur son grand geste dramatique qu'elle avait complètement oublié que me donner un accès illimité à ses affaires personnelles n'était peut-être pas la meilleure idée quand j'étais la personne qu'elle trahissait. C'était comme donner une arme chargée à quelqu'un que vous venez de tirer, puis être surpris qu'il riposte. C'était des documents privés, a-t-elle crié.
Tu n'avais pas le droit de les regarder. Oh, tu veux dire les documents qui étaient mélangés avec tes pulls, ai-je demandé innocemment. Ceux dans le dossier étiqueté documents juridiques qui se trouvaient juste là, dans ton placard. Jessica, si tu ne voulais pas que je les voie, tu n'aurais peut-être pas dû me demander d'emballer ton placard. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau court-circuiter alors qu'elle essayait de trouver une réponse à cela. Parce que le fait est qu'elle m'avait demandé de tout emballer. Elle était si impatiente de quitter notre maison et de se jeter dans les bras de Daniel qu'elle m'avait essentiellement donné carte blanche pour fouiller dans ses affaires. Et maintenant, elle découvrait que les actions ont des conséquences, même quand on pense être la personne la plus intelligente de la pièce. Mais pourquoi ferais-tu, a-t-elle commencé, puis sa voix s'est brisée. Pas de tristesse, mais de frustration, comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il jouait aux dames pendant que tout le monde jouait aux échecs. Pourquoi nous ferais-tu ça? Faire quoi, ai-je demandé, et j'ai laissé ma voix devenir un peu plus tranchante. Jessica, tout ce que j'ai fait, c'est emballer tes affaires et t'aider à les déménager chez Daniel. S'il y avait des documents dans ces affaires que Daniel ne connaissait pas, c'est entre vous et lui. Je ne suis pas responsable de ce que tu as caché à ton partenaire de coparentalité. Le silence qui a suivi a été si profond que j'ai vérifié pour m'assurer que l'appel n'avait pas été coupé. Quand elle a finalement reparlé, sa voix avait complètement changé. Fini les cris. Fini la rage. Ce qui restait était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un calcul froid. Tu as fait ça exprès, a-t-elle dit doucement. Tu as tout planifié. Le soutien, l'aide au déménagement, tout. Tu voulais que ça arrive. Et vous savez quoi? Elle avait absolument raison. Je l'avais planifié. Je voulais que ça arrive, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de l'admettre. Jessica, ai-je dit, laissant ma voix devenir très sérieuse et inquiète. Je pense que tu fais peut-être une sorte de dépression. D'abord, tu m'accuses de saboter ta relation. Maintenant, tu suggères que je suis une sorte de cerveau criminel. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, un professionnel. Ça l'a renvoyé en orbite. N'ose pas suggérer que je suis folle. N'ose pas, j'ai raccroché, comme ça, en plein cri. Parce que parfois, la chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire à quelqu'un qui essaie d'avoir une confrontation dramatique avec vous est de refuser de participer à son drame. Laissez-les crier à une tonalité pendant un moment et voyez à quel point c'est stimulant. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner, mais je l'ai juste retourné et je suis allé me faire des crêpes. De vraies crêpes, avec une préparation en boîte, pas ces disques de carton riches en protéines que Jessica m'avait convaincu être aussi bons que les vrais. J'allais manger des crêpes avec du vrai sirop et du vrai beurre. Et j'allais savourer chaque bouchée pendant que mon ex-femme faisait sa crise de nerfs dans la maison de quelqu'un d'autre. Environ 20 minutes plus tard, alors que j'étais assis à ma table de cuisine en train de manger le petit déjeuner le plus satisfaisant de ma vie d'adulte, mon téléphone a vibré avec un texto. Puis un autre, puis environ 15 de plus en succession rapide, car apparemment Jessica était passée des appels téléphoniques hurlant au texto furieux. Les messages étaient une belle progression de rage, de désespoir et de prise de conscience lente. Ils ont commencé par plus d'accusations et de menaces, sont passés par le marchandage et les supplications, et se sont terminés par ce qui semblait être Jessica comprenant enfin que son plan parfait venait d'exploser à la figure comme un cigare piégé. Mon préféré était le message numéro 12. Daniel est furieux. Il dit que l'accord de garde signifie que je ne peux pas vivre ici. Il menace d'appeler son avocat. C'est de ta faute. J'ai répondu, on dirait que vous avez des choses à régler. Bonne chance. Sa réponse est venue immédiatement. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous avons un plan. Nous sommes censés être une famille. J'ai fini mes crêpes, je me suis versé une autre tasse de café et j'ai répondu. Les plans ont changé, Jessica. Tu me l'as appris. Le téléphone est resté heureusement silencieux après ça, ce qui signifiait qu'elle préparait soit mon meurtre, soit qu'elle faisait enfin face à la réalité de la situation dans laquelle elle s'était mise. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé, de l'aide pour emménager avec Daniel. Ce n'était pas de ma faute si les petits caractères de l'accord de garde de Daniel contenaient des clauses gênantes sur les partenaires romantiques qu'elle avait commodément oublié de mentionner. J'ai passé le reste du dimanche matin à ne rien faire de productif. Et c'était incroyable. Pas de liste de choses à faire, pas de commentaires passifs-agressifs sur mes compétences en matière de ménage,
pas de discussion sur la nécessité d'acheter des légumes bio ou si les légumes ordinaires nous empoisonnaient lentement. Juste moi, mon café et la douce satisfaction d'un plan qui avait fonctionné encore mieux que je ne l'espérais. Le plus beau avec la corde pour se pendre, puis de prendre du recul et de les regarder faire le nœud. Le truc avec le fait de faire exploser plusieurs bombes, c'est qu'on ne contrôle pas toujours le moment des explosions. Parfois, elles explosent en séquence comme un magnifique feu d'artifice chorégraphié par Karma elle-même. D'autres fois, elles explosent toutes en même temps, créant une symphonie de destruction si parfaite qu'on se sent presque mal de l'apprécier. Presque. J'étais à mi-chemin de ma deuxième tasse de café quand mon téléphone a de nouveau sonné. Et cette fois, ce n'était pas la sonnerie d'alarme de voiture de Jessica. C'était juste la sonnerie ennuyeuse habituelle qui signifiait que quelqu'un dont je n'avais pas récemment détruit la vie m'appelait. J'ai failli ne pas y répondre car les dimanches matins sont sacrés et j'appréciais vraiment le silence paisible de ma maison sans Jessica, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Espèce de fils de pute. La voix était masculine, tremblante et remplie de ce genre de rage qui vient de quelqu'un qui vient de découvrir que toute sa vie est bâtie sur des mensonges et des factures impayées. Il m'a fallu exactement une demi-seconde pour réaliser que Daniel avait décidé de se joindre à la conversation. Daniel, ai-je dit, en prenant ma meilleure voix de voisin inquiet. Tout va bien là-bas? Jessica m'a appelé plus tôt et elle avait l'air assez contrariée. Sa voix s'est brisée comme celle d'un garçon de 13 ans essayant de commander une pizza par téléphone. N'ose pas faire semblant de ne pas savoir ce que tu as fait. Je me suis réinstallé dans mon fauteuil et je me suis préparé pour le deuxième round du divertissement matinal. Daniel, honnêtement, je ne sais pas de quoi tu parles. Jessica criait quelque chose à propos d'une boîte aux lettres, mais elle n'avait pas beaucoup de sens. Vous avez déjà des problèmes? Il y a eu une pause, et j'ai pu entendre ce qui ressemblait à Daniel essayant de se ressaisir. Quand il est revenu en ligne, sa voix essayait d'être menaçante, mais ressemblait surtout à un chihuahua essayant d'intimider un berger allemand. Cet accord de garde, a-t-il dit. Celui que tu as laissé dans ma boîte aux lettres. Où l'as-tu eu? Je suis désolé, quel accord de garde, ai-je demandé, car faire expliquer aux gens leur propre humiliation est l'un des grands plaisirs de la vie. Daniel, tu vas devoir commencer par le début ici. L'accord qui dit que je ne peux pas avoir de partenaire romantique vivant chez moi pendant les périodes de garde, a-t-il explosé? Celui pour lequel Jessica s'est battue pendant notre divorce. Celui qui signifie qu'elle ne peut pas vivre ici. J'ai fait un bruit de réflexion. Oh, cet accord de garde. Eh bien, Daniel, je n'ai pas écrit cet accord. C'était entre toi et Jessica et vos avocats. S'il y a des termes dans votre accord de garde que vous avez oubliés, ce n'est vraiment pas de ma faute, n'est-ce pas? Mais comment as-tu? A-t-il commencé, puis s'est arrêté parce qu'il commençait à réaliser que me demander comment j'avais obtenu son accord de garde signifiait admettre qu'il avait été trop irresponsable pour garder une trace de ses propres documents juridiques. Un classique de Daniel. Écoute, ai-je dit, laissant un peu de fausse sympathie s'insinuer dans ma voix. Je sais que c'est probablement frustrant pour toi, mais peut-être que c'est le bon moment pour revoir toutes tes obligations légales. T'assurer que tu es à jour sur tout, que tu es un parent responsable et tout ça. Parent responsable, a-t-il balbutié. Je suis très responsable. Oh, absolument, ai-je acquiescé. 19 000 $ de pension alimentaire en retard montre vraiment à quel point vous êtes responsable. Le silence qui a suivi a été si complet que je pouvais pratiquement entendre son cerveau s'arrêter de fonctionner. Finalement, d'une voix qui était à peine plus qu'un murmure, il a dit, « Comment sais-tu ça ?» Daniel, ai-je dit doucement. C'est un dossier public. N'importe qui peut le consulter. La vraie question est, comment Jessica ne le sait-elle pas? Je veux dire, elle emménage avec toi pour créer cette situation de coparentalité parfaite, et elle ne sait pas que tu dois près de 20 000 $ de pension impayée. Ça semble être quelque chose que tu aurais peut-être voulu mentionner. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand il est revenu, il ressemblait à un homme qui commençait à peine à comprendre à quel point il était foutu. Elle ne le sait pas, a-t-il admis. Oh, ai-je dit, comme si j'étais sincèrement inquiet pour lui. C'est dur, mon pote. Comment penses-tu qu'elle va réagir quand elle le découvrira? Je veux dire, Jessica est assez à cheval sur la responsabilité financière. C'est l'une des choses dont elle se plaignait, des gens qui ne paient pas leurs factures. Tu ne peux pas lui dire, a-t-il dit, et maintenant sa voix était carrément suppliante. S'il te plaît. Tout ça,
c'est compliqué. J'essaie de me rattraper. J'ai juste besoin de temps. Daniel, ai-je dit, je ne vais rien dire à Jessica. C'est entre vous deux. Je suis complètement hors de l'équation maintenant. N'oublie pas, c'est toi qui as dit qu'il fallait un vrai homme pour faire passer l'enfant en premier. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, car il n'y a rien de tel que de laisser quelqu'un en suspens quand il est en train de vous supplier d'avoir pitié. De plus, j'avais d'autres appels à passer. Vous voyez, pendant que j'étais occupé à ruiner la matinée de Daniel et Jessica, j'avais aussi préparé une petite surprise pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui méritait de savoir exactement quel genre d'homme était vraiment Daniel. Quelqu'un qui se battait depuis des années pour obtenir la pension alimentaire qui lui était légalement due. Pendant que Daniel jouait à la petite famille avec diverses petites amies et achetait des bandes dessinées vintage avec de l'argent qui aurait dû aller à sa fille. Carla, la véritable ex-femme de Daniel, la mère de son enfant, la femme qui avait supporté ses conneries pendant des années alors que je n'étais qu'un simple spectateur se faisant avoir par Jessica. J'avais trouvé l'adresse de Carla dans le dossier de documents juridiques de Jessica. Apparemment, Jessica avait gardé un œil sur la première famille de Daniel, probablement pour s'assurer qu'elle ne se retrouvait pas dans un drame. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que je décide de créer un drame moi-même. Le paquet que j'ai préparé pour Carla était encore meilleur que celui que j'avais laissé pour Daniel. Il comprenait des copies des relevés de pension alimentaire, mais il contenait aussi des relevés bancaires que j'avais trouvés montrant le revenu réel de Daniel par rapport à ce qu'il avait déclaré au tribunal. Il s'est avéré que notre garçon Danny avait fait du travail au noir et avait commodément oublié de le mentionner lors du calcul de ses paiements de pension. Il pleurait la misère tout en achetant de la bière artisanale et des objets de collection vintage. Et d'une manière ou d'une autre, le tribunal avait cru à son histoire larmoyante. Mais le vrai chef-d'œuvre était la collection de captures d'écran des réseaux sociaux. J'avais rassemblé des photos de Daniel dans des restaurants chers, des photos de lui à des festivals de bière artisanale, des publications sur ses dernières acquisitions de bandes dessinées, tout horodatées pendant des périodes où il était soi-disant trop fauché pour payer la pension alimentaire. C'était comme un best-of de l'irresponsabilité financière, spécialement conçu pour un juge des affaires familiales. J'avais envoyé le paquet à Carla le vendredi avec une simple note. Je pensais que vous trouveriez cela intéressant pour votre prochaine audience au tribunal. Un citoyen concerné. Mon téléphone a de nouveau sonné et cette fois c'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose me disait que je devais y répondre. Allô? Est-ce la personne qui m'a envoyé le paquet sur Daniel Morrison? La voix était féminine, contrôlée, et avait cette sorte d'acier qui suggérait que sa propriétaire n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Ce devait être Carla. Je suis désolé, ai-je dit prudemment. Je pense que vous avez fait une erreur de numéro. Écoutez, a-t-elle dit. Je ne sais pas qui vous êtes, et je m'en fiche un peu. Mais qui que vous soyez, vous venez de me donner assez de preuves pour enterrer ce morceau de merde menteur si profondément qu'il aura besoin d'un GPS pour retrouver le chemin de la lumière du jour. J'ai souri. Je suis heureux que vous ayez trouvé l'information utile. Utile? Elle a ri et c'était le genre de rire qui suggérait que Daniel allait passer une très mauvaise semaine. Chérie, c'est le matin de Noël, le dimanche de Pâques et mon anniversaire, le tout réuni dans un magnifique paquet. Je me bats contre ce salaud depuis 3 ans, essayant de prouver qu'il cache des revenus, et vous venez de me donner tout ce dont j'ai besoin pour le ramener au tribunal. Eh bien, ai-je dit, tout le monde mérite de voir ses obligations de pension alimentaire respectées. Putain, oui, a-t-elle dit. Et maintenant, elles le seront. Mon avocat va se régaler avec ça. On parle de saisie sur salaire, de saisie d'actifs, peut-être même d'accusation d'outrage au tribunal. Ce salaud va enfin payer ce qu'il doit. Il y a eu une pause, et quand elle a continué, sa voix s'était réchauffée. Je ne sais pas quel est votre lien avec cette situation, a-t-elle dit. Mais merci. Sérieusement, ma fille mérite mieux qu'un père qui pense que les bandes dessinées sont plus importantes que la pension alimentaire. Votre fille a l'air d'avoir de la chance de vous avoir pour vous battre pour elle, ai-je dit. Elle l'a. Et maintenant, elle va obtenir ce qui lui est dû. Une autre pause. Vous savez, une carte cadeau Starbucks vous attend. C'est le moins que je puisse faire. Après avoir raccroché, je me suis assis et j'ai admiré à quel point tout se mettait parfaitement en place. Daniel paniquait à propos de la violation de sa garde. Jessica avait une crise de nerfs à propos de leur situation de logement. Et maintenant,
Carla était sur le point de déchaîner toute la fureur du système judiciaire familial sur l'excuse pathétique de la responsabilité financière de Daniel. C'était comme regarder des dominos tomber, sauf qu'au lieu de petits rectangles noirs, c'était la vie des gens qui implosait en temps réel. Et le plus beau, c'est que je n'avais rien fait de mal. J'avais juste fait en sorte que la bonne information parvienne aux bonnes personnes au bon moment. Tout le reste n'était que des conséquences rattrapant des actions qui auraient dû l'être depuis longtemps. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jessica. Daniel panique à propos de quelque chose avec son ex-femme. Que as-tu fait? J'ai répondu, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Peut-être que vous auriez dû faire plus de recherches avant de faire vos grands projets de coparentalité. Sa réponse a été immédiate. Ce n'est pas fini. J'ai souri et j'ai répondu, tu as absolument raison. Ça ne fait que commencer. Le mardi soir est arrivé comme le final de la saison de mon feuilleton préféré, sauf qu'au lieu de regarder le drame de quelqu'un d'autre se dérouler sur un écran, je vivais la version du réalisateur en temps réel. Je savourais un dîner tranquille de restes de pizza et de tranquillité domestique quand j'ai entendu le son immistakable d'une voiture s'arrêtant dans mon allée. Mon allée, à ma maison où je vivais seul maintenant comme une sorte d'ermite de banlieue qui avait enfin atteint l'illumination par une vengeance stratégique. Le son a été suivi par des portières de voitures qui claquent, ce qui a été suivi par ce que je ne peux décrire que comme le son de quelqu'un ayant une crise de nerfs complète dans mon jardin. Des sanglots, des jurons, et ce qui ressemblait à des boîtes jetées comme des confettis au défilé le plus triste du monde. J'ai regardé par la fenêtre de mon salon et c'était là, la Honda Civic de Jessica, si pleine de boîtes et de sacs qu'elle ressemblait à un vide-grenier mobile en pleine crise existentielle. La banquette arrière était bourrée de vêtements encore sur cintre. Le coffre débordait de ce qui semblait être toute sa collection de cosmétiques, et il y avait des boîtes en équilibre précaire sur le tableau de bord comme un jeu de Jenga conçu par quelqu'un en pleine dépression. Et il y avait Jessica elle-même, debout dans mon allée, l'air d'avoir été heurtée par un camion plein de leçons de vie. Ses cheveux faisaient ce truc qu'ils font quand elle a pleuré et passé ses mains dedans, ce qui lui donnait l'air d'avoir été électrocutée par ses propres mauvaises décisions. Elle portait ce même vieux pyjama du jour du déménagement, sauf qu'il avait maintenant des taches mystérieuses auxquelles je ne voulais pas trop penser, et un t-shirt qui avait certainement connu de meilleures décennies. Mais le vrai crève-cœur était la petite Chloé, debout à côté de la voiture, tenant son éléphant en peluche et regardant autour d'elle avec ses grands yeux de 8 ans qui essayaient de comprendre pourquoi maman pleurait et pourquoi ils étaient chez moi au lieu du paradis magique de la coparentalité qu'on lui avait promis. J'ai regardé cette scène touchante se dérouler pendant 30 bonnes secondes, savourant l'ironie comme un bon vin qui aurait vieilli exactement 4 jours. Puis, parce que je ne suis pas complètement sans cœur, malgré ce que Jessica est sur le point de découvrir, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti sur mon porche comme une sorte de dieu de banlieue contemplant son domaine. Eh bien, ai-je dit, croisant les bras et m'appuyant contre mon cadre de porte dans ce que j'espérais être une pause décontractée mais intimidante. Regardez ce que le chat a ramené. Et par chat, je veux dire vos choix de vie spectaculairement mauvais. Jessica m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés de larmes, mais aussi rempli de ce genre spécial de désespoir qui vient quand quelqu'un réalise qu'il a brûlé tous ses ponts et se tient maintenant au milieu de la rivière en se demandant comment il va atteindre la rive. S'il te plaît, a-t-elle dit, et sa voix était si petite et brisée que pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. S'il te plaît, pouvons-nous entrer juste pour ce soir? Je n'ai nulle part où aller. Je l'ai regardé, puis la voiture qui servait apparemment d'unité de stockage mobile. Puis la petite Chloé, qui essayait de faire semblant de ne pas écouter cette conversation, mais qui était manifestement suspendue à chaque mot. Intéressant, ai-je dit, laissant le mot flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. Qu'est-il arrivé au paradis de la coparentalité? Qu'est-il arrivé à votre belle nouvelle vie avec Daniel? Ne me dites pas que quelque chose a mal tourné avec votre plan parfait. Le visage de Jessica s'est froissé comme un sac en papier et de nouvelles larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il m'a mise dehors, a-t-elle murmuré. Il a dit que j'étais un problème. Il a dit que j'allais ruiner son affaire de garde et qu'il ne pouvait pas se permettre de m'avoir là-bas. Ai-je dit en hochant la tête sagement, comme si je traitais cette information choquante et complètement imprévisible. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris. L'homme qui doit près de 20 000 $ de pension alimentaire, qui a violé son accord de garde en ayant des partenaires romantiques chez lui, et qui a caché des revenus au système judiciaire. Cet homme a décidé que vous étiez un problème. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Oh, je comprends parfaitement, ai-je dit,
et ma voix est devenue un peu plus tranchante. Toi et Daniel pensiez que vous pouviez jouer à la petite famille en m'utilisant comme votre distributeur automatique personnel. Vous pensiez que vous pouviez avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais il s'avère que les actions ont des conséquences. En réalité, on se fiche de vos sentiments. Chloé regardait alternativement l'un et l'autre comme si elle regardait un match de tennis. Sauf qu'au lieu d'une balle, c'était toute sa vie qui était ballottée par des adultes qui étaient censés avoir les pieds sur terre. C'est alors que mon cœur a commencé à se fissurer un peu, car rien de tout cela n'était de sa faute. Elle n'était qu'une enfant prise au milieu des décisions monumentalement stupides de sa mère. « Écoute » a dit Jessica, et sa voix a pris ce ton suppliant que les femmes utilisent lorsqu'elles sont sur le point de demander quelque chose qu'elles savent ne pas mériter. « Je sais que tu es en colère. Je sais que tu as toutes les raisons de l'être, mais j'ai Chloé avec moi et nous n'avons nulle part où aller. Mes parents ne répondent pas à mes appels. Ma sœur est en voyage et je n'ai pas assez d'argent pour un hôtel. S'il te plaît, juste pour quelques jours, juste le temps que je trouve une solution. » J'ai regardé Chloé, qui essayait très fort d'être invisible tout en serrant son éléphant en peluche comme si c'était la seule chose stable dans son monde en rapide évolution. Elle portait sa robe violette préférée, celle avec les licornes qu'elle avait choisie elle-même chez Target, et ses cheveux étaient en couette de travers qui montraient que Jessica avait été trop distraite pour les arranger correctement. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était le moment sur lequel Jessica comptait. Elle avait amené Chloé avec elle non seulement parce qu'elle n'avait nulle part où la mettre, mais parce qu'elle savait que j'avais un faible pour l'enfant. Elle utilisait sa propre fille comme levier émotionnel, comptant sur le fait que je ne serais pas assez cruel pour refuser une enfant qui n'avait jamais rien fait de mal, sauf avoir le malheur d'être née d'une femme avec les compétences de prise de décision d'un écureuil caféiné. C'était brillant, d'une manière complètement tordue. C'était aussi exactement le genre de manipulation qui avait défini toute notre relation. Sauf que maintenant, cela se passait sur mon porche avec un public de voisins confus qui regardaient probablement à travers leurs rideaux comme si c'était l'épisode le plus intéressant de la télé-réalité de banlieue qu'ils avaient vu de toute l'année. J'ai regardé Jessica pendant un long moment, regardant l'espoir et le désespoir se battre sur son visage. Elle pensait vraiment que ça allait marcher. Elle pensait vraiment qu'en se présentant à ma porte avec sa fille et sa voiture pleine de possessions, cela me ferait fondre et que je les inviterais à revenir dans la vie qu'elle avait si nonchalamment fait exploser il y a 4 jours. Puis j'ai souri. Pas un sourire gentil, pas un sourire chaleureux, mais le sourire de quelqu'un qui vient de réaliser que l'univers lui avait offert l'occasion parfaite de donner la leçon finale d'une masterclass sur les conséquences. « Jessica » ai-je dit, et ma voix était si calme et raisonnable qu'elle a commencé à avoir de l'espoir. « Laisse-moi te poser une question. Qu'est-il arrivé au paradis de la coparentalité ? Qu'est-il arrivé au fait de faire passer Chloé en premier ? Qu'est-il arrivé à Daniel étant une figure paternelle si mature et responsable ? » Son visage s'est affaissé en réalisant où cela menait. « Ce qui s'est passé, » ai-je continué, « c'est que tu as découvert que Daniel n'est pas vraiment le genre d'homme qui assume la responsabilité de ses actes. C'est le genre d'homme qui jette les autres sous le bus quand les choses se compliquent. Et maintenant que tu as servi ton but, l'aidant à essayer d'avoir l'air stable pour son affaire de garde, il te jette comme un mouchoir usagé. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Mais j'ai levé la main. Mais voici la partie vraiment intéressante, ai-je dit. Tu es venu ici ce soir en pensant que je te reprendrais. Tu pensais qu'après tout ce que tu as fait, après tous les mensonges, la manipulation et la trahison, tu pourrais simplement te présenter à ma porte avec Chloé et que je t'accueillerais à bras ouverts. Tu pensais que tu pourrais utiliser ta fille comme chantage émotionnel pour obtenir ce que tu veux. La bouche de Jessica s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Je ne ferai jamais. Oh, mais si, ai-je dit. Absolument. Et tu sais quelle est la partie la plus triste ? Chloé mérite tellement mieux que ça. Elle mérite des parents qui mettent ses besoins en premier, pas des parents qui l'utilisent comme un pion dans leur jeu stupide. J'ai baissé les yeux vers Chloé, qui essayait toujours de faire semblant de ne pas écouter cette conversation, mais qui absorbait manifestement chaque mot. Et, ma puce, ai-je dit, et ma voix s'est adoucie pour la première fois de cette conversation. Tu sais que je tiens à toi, n'est-ce pas ? Tu sais que rien de tout ça n'est de ta faute. Elle a hoché la tête, serrant son éléphant plus fort. Bien, ai-je dit. Rappelle-toi de ça, d'accord ? Quoi qu'il arrive avec les adultes, ce n'est pas de ta faute. Puis j'ai regardé à nouveau Jessica et ma voix est redevenue glaciale. Quant à toi, Jessica, voici ce qui va se passer.
tu vas remonter dans ta Honda Civic et tu vas conduire jusqu'au motel 6 le plus proche, car il laisse la lumière allumée pour les personnes qui ont pris des décisions catastrophiquement mauvaises. Ou tu pourras réessayer tes parents ou ta sœur ou littéralement n'importe qui d'autre qui pourrait être assez stupide pour cautionner tes mauvais choix. Le visage de Jessica est passé par environ 17 émotions différentes en l'espace de 3 secondes. Choc, incrédulité, colère, désespoir, et finalement quelque chose qui ressemblait à ce qu'elle commençait à peine à comprendre l'ampleur de ce qu'elle s'était infligé. « Tu ne peux pas être sérieux » a-t-elle murmuré. « Oh, je suis très sérieux » ai-je dit. « Tu vois, le truc, Jessica, c'est que tu m'as appris une leçon précieuse sur le fait de me faire passer en premier. Tu m'as appris que parfois il faut faire des choix difficiles même s'ils blessent des personnes qui nous sont chères. Tu m'as appris que les actions ont des conséquences et que parfois ces conséquences sont exactement ce que les gens méritent. » Je me suis reculé vers ma porte d'entrée, prêt à retourner à l'intérieur de ma maison paisible, de mes restes de pizza et de ma vie enfin sans drame. « Passe une bonne soirée, Jessica, ai-je dit. Et, regarde le bon côté des choses. C'est une excellente occasion pour toi d'apprendre l'indépendance. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu es si mature et responsable, après tout. » J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée, les laissant debout dans mon allée avec leur voiture pleine de conséquences et leur avenir plein d'incertitudes. À travers la fenêtre, j'ai vu Jessica rester là pendant près de 5 minutes, attendant probablement que je change d'avis et que je ressorte. Je ne l'ai pas fait. Si vous n'avez jamais connu la joie pure et sans mélange de regarder quelqu'un détruire sa propre réputation en temps réel sur les réseaux sociaux, laissez-moi vous dire, c'est mieux que le matin de Noël, le gâteau d'anniversaire et trouver 20 $ dans un vieux jean, le tout réuni dans un magnifique paquet rempli de schadenfreude. Jessica, étant la reine des réseaux sociaux qu'elle s'était toujours vantée d'être, a décidé que la meilleure façon de gérer sa situation de vie qui se détériorait rapidement était de la mettre en ligne et d'en faire le problème de tout le monde. Le mercredi matin a commencé comme n'importe quel autre jour de ma nouvelle existence heureusement sans drame. J'ai fait du vrai café, j'ai mangé du vrai bacon, pas cette absurdité de bacon de dinde dont Jessica m'avait convaincu qu'il était plus sain, et je me suis installé pour parcourir mon téléphone tout en savourant le genre de petit déjeuner paisible qui n'implique pas de commentaires passifs-agressifs sur mon taux de cholestérol ou des leçons sur l'impact environnemental de la viande du petit déjeuner. C'est alors que je l'ai vu, le post qui mettait fin à tous les posts. L'équivalent sur les réseaux sociaux d'une fusion nucléaire se produisant au ralenti pour que tout le monde puisse le voir. Jessica avait posté une de ces longues diatribes sur Facebook que les gens désespérés écrivent à 3 heures du matin quand ils sont assis sur le parking d'un motel 6, remettant en question chaque choix de vie qu'ils ont jamais fait. Vous voyez le genre, les posts qui commencent par « Normalement, je n'étale pas ma vie privée sur les réseaux sociaux, mais » et qui procèdent ensuite à étaler chaque détail de leur vie privée de manière atroce. Son post était un chef-d'œuvre d'auto-victimisation et de narration créative qui aurait rendu jaloux les scénaristes de feuilletons. Selon la version des faits de Jessica, elle était une mère célibataire courageuse qui avait été manipulée émotionnellement et financièrement par son ex-mari contrôlant, qui punissait maintenant un enfant innocent pour des problèmes d'adulte. Elle s'est dépeinte comme une femme qui avait enfin trouvé le courage de quitter une situation abusive, pour être sabotée par un homme vindicatif qui se soucie plus de la vengeance que du bien-être d'un enfant. Le post était accompagné d'une collection de photos soigneusement sélectionnées. Elle et Chloé, l'air triste, devant le motel, une capture d'écran de son compte en banque montrant un solde pathétiquement faible, avec les informations de son compte commodément floutées. Et voici ma préférée, une photo des boîtes dans sa voiture avec la légende « Tout ce que nous possédons ». Parce que certaines personnes préfèrent voir un enfant souffrir que d'admettre qu'elles ont eu tort. C'était manipulateur. C'était malhonnête. Et c'était si parfaitement Jessica que j'ai dû applaudir son engagement à réécrire l'histoire. Selon son récit, j'étais le méchant. Daniel était complètement absent de l'histoire, ce qui était pratique, car l'inclure aurait soulevé des questions embarrassantes sur la raison pour laquelle elle m'avait quitté pour un autre homme. Et elle était la victime innocente de circonstances indépendantes de sa volonté. Les commentaires ont commencé à affluer presque immédiatement, car rien ne fait ressortir les psychologues amateurs et les experts en relations comme une bonne crise de nerfs sur les réseaux sociaux. Les amis mamans de Jessica, ses copines de yoga, ses collègues et divers autres membres de sa chambre d'écho ont tous exprimé leur soutien et leur indignation en son nom. Oh, ma chérie, tu es si courageuse de partager ça. Certains hommes ne supportent tout simplement pas les femmes fortes et indépendantes. Le karma le rattrapera. Toi et Chloé méritez tellement mieux. Quel genre de monstre fait subir ça à un enfant? Je suis resté là,
lisant commentaire après commentaire de personnes qui n'avaient absolument aucune idée de ce dont elles parlaient, offrant leur soutien sur la base d'une version complètement fictive des événements. C'était comme regarder un groupe de personnes s'investir émotionnellement dans un film qu'ils pensaient être un documentaire, sauf que le film était la version soigneusement montée de la réalité par Jessica. Pendant environ 10 minutes, j'ai juste regardé le spectacle se dérouler. Les « j'aime » et les commentaires continuaient d'affluer. Jessica répondait à chacun avec une gratitude sincère et plus de détails sur sa situation, et son réseau de soutien se montait en une fureur vertueuse en son nom. Elle se constituait une petite armée de guerriers de l'Internet, tous prêts à monter au combat contre l'ex-mari maléfique qui osait avoir des limites. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de fournir un peu de contexte. J'ai pris une capture d'écran de la conversation textuelle que j'avais sauvegardée du téléphone de Jessica. Vous savez, celle où elle et Daniel avaient discuté de la façon dont j'étais, utile, comme un distributeur automatique ambulant, et de la façon dont ils planifiaient leurs réunions pendant que j'étais au travail, payant pour leur vie. Je l'ai téléchargé sur un GUR, j'ai copié le lien, puis j'ai rédigé ce que je considérais être une réponse parfaitement raisonnable au message de Jessica. C'est une version intéressante des événements, Jessica, ai-je écrit. Pour ceux qui sont curieux de connaître toute l'histoire, voici ce qu'elle et Daniel ont dit à mon sujet en planifiant leur arrangement de coparentalité. Lien vers la capture d'écran. Je pensais juste que les gens devraient avoir tous les faits avant d'offrir leur soutien. Je l'ai posté, puis je me suis assis pour regarder le feu d'artifice. La réponse a été immédiate et spectaculaire. Le récit soigneusement construit de Jessica a commencé à s'effilocher plus vite qu'un pull bon marché dans une machine à laver. Les gens ont commencé à poser des questions auxquelles elle ne voulait vraiment pas répondre. Attends, tu prévoyais d'emménager avec ton ex-mari alors que tu étais encore marié. Tu as traité ton mari de distributeur automatique? C'est assez dur, Jess. Cette conversation textuelle ne te met pas en valeur. Alors, tu as quitté ton mari pour ton ex-mari et maintenant tu es surprise que ça n'ait pas marché? Jessica a essayé de limiter les dégâts, postant des réponses frénétiques sur le fait que la capture d'écran était sortie de son contexte et que j'étais un maître manipulateur qui avait manifestement trafiqué la conversation. Mais Internet, béni soit son cœur cynique, est assez doué pour sentir les conneries quand elles sont servies de manière aussi évidente. D'autres personnes ont commencé à intervenir, mais cette fois, les commentaires n'étaient pas aussi favorables. Ma fille, si c'est vrai, tu t'es fait avoir. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de distributeur automatique et être surprise quand il arrête de te donner de l'argent. Peut-être devrais-tu te concentrer sur la remise en ordre de ta vie au lieu de blâmer tout le monde. C'est compliqué. Je reste en dehors de ça. Mon préféré venait de la propre sœur de Jessica, qui n'avait apparemment pas reçu le mémo sur la stratégie de relations publiques de la famille. Jess, peut-être que les réseaux sociaux ne sont pas le meilleur endroit pour régler tes problèmes de couple. Je dis ça comme ça. Mais Jessica, étant Jessica, ne pouvait pas laisser tomber. Au lieu de limiter les dégâts et de supprimer le message, elle a redoublé d'efforts. Elle a commencé à répondre à chaque commentaire critique avec des explications de plus en plus défensives, chacune la faisant paraître plus désespérée et moins sympathique. Elle m'a accusé de monter les gens contre elle, a affirmé que je la harcelais sur les réseaux sociaux et a suggéré que quiconque ne la soutenait pas faisait partie du problème. Elle est même allée jusqu'à créer un nouveau message spécifiquement sur moi, me qualifiant de « narcissique abuseur » qui continuait à la traumatiser, elle et sa fille, par la manipulation des réseaux sociaux. Ce message comprenait une longue explication décousue sur la façon dont le partage de véritables messages textes était en quelque sorte une forme d'abus et comment quiconque croyait à des « preuves trafiquées » était manipulé par un maître manipulateur. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. À ce stade, même ses plus fidèles partisans commençaient à prendre leur distance. Personne ne veut s'impliquer dans un drame aussi compliqué, surtout quand la personne qu'ils soutiennent continue de creuser son propre trou à chaque commentaire. Les « j'aime » sur ces messages sont passés de dizaines à quelques-uns. Les commentaires de soutien se sont taris, et les quelques personnes qui interagissaient encore lui disaient surtout de quitter les réseaux sociaux et de régler ses problèmes en privé. Mais la meilleure partie, la cerise absolue sur ce gâteau des réseaux sociaux, c'est quand quelqu'un qui avait suivi toute l'affaire a posté un simple commentaire qui résumait parfaitement toute la situation. Attends, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu as quitté ton mari pour emménager avec ton ex-mari, tu as traité ton mari de distributeur automatique, tu t'es fait virer par l'ex-mari, tu as essayé de revenir avec le mari, tu t'es fait refouler, et maintenant tu es sur Facebook à traiter tout le monde de problèmes. Ma fille,
Tu as besoin d'une thérapie, pas des réseaux sociaux. Ce commentaire a obtenu plus de « j'aime » que le message original de Jessica. Le jeudi matin, Jessica avait tout supprimé. Le message original, le message de suivi, tous ses commentaires défensifs. Tout a simplement disparu comme si cela n'était jamais arrivé. Mais Internet est éternel, et des captures d'écran avaient été prises, des conversations avaient été sauvegardées, et l'histoire s'était déjà répandue dans nos cercles sociaux comme une traînée de poudre. Le mal était fait. Jessica avait réussi à se transformer de mère célibataire sympathique en une histoire édifiante sur les dangers d'étaler son linge sale sur les réseaux sociaux. Elle était passée de victime à méchante en moins de 24 heures. Et elle l'avait fait toute seule, sans aucune aide de ma part. Je n'ai pas eu à attaquer sa personnalité, à défendre mes actions ou à m'engager dans une bataille publique. J'ai juste eu à fournir un contexte factuel réel sous la forme de ses propres mots, et à laisser les gens tirer leurs propres conclusions. Et les conclusions qu'ils ont tirées étaient exactement celles que toute personne raisonnable tirerait face à la preuve que quelqu'un leur a menti. Le plus beau avec la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être embellie, défendue ou expliquée. Il suffit de la présenter clairement et de la laisser parler d'elle-même. Les mensonges, en revanche, nécessitent un entretien constant, des explications élaborées et des tentatives de plus en plus désespérées de contrôler le récit. Jessica avait dépensé tellement d'énergie à essayer de contrôler la façon dont les gens la voyaient qu'elle avait oublié la règle la plus importante des réseaux sociaux. Une fois que vous publiez quelque chose, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les gens l'interprètent. Et quand vous publiez des mensonges, quelqu'un finira par vous dénoncer avec des preuves. J'ai fermé Facebook, j'ai fini mon café et je suis allé à ma journée, me sentant comme si la justice avait été rendue avec une dose d'humiliation publique. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de donner aux gens assez de cordes pour se pendre, puis de prendre du recul et de les regarder faire le nœud devant un public. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'invitation de ma vie. Non pas à un mariage ou à une fête d'anniversaire, mais à ce qui allait essentiellement devenir le spectacle comique de l'année, avec en vedette Daniel, Jessica et une juge qui n'avait apparemment pas eu autant de divertissement depuis que quelqu'un avait essayé de faire valoir que son pan de soutien émotionnel était un animal d'assistance légitime. Carla avait été occupée. Cette femme s'est déplacée dans le système juridique comme un requin dans l'eau, déposant des requêtes et rassemblant des preuves avec le genre d'efficacité qui m'a fait comprendre pourquoi Daniel avait si peur d'elle pendant leur divorce. Elle a ramené son cul au tribunal plus vite qu'on ne peut dire, outrage au tribunal. Et comme j'avais fourni une partie des preuves, j'ai eu une place au premier rang pour ce spectacle de merde. Le palais de justice était l'un de ces bâtiments gouvernementaux déprimants qui ont l'air d'avoir été conçus par quelqu'un qui avait abandonné la vie et décidé que tout le monde devrait souffrir aussi. Des néons qui donnaient à tout le monde l'air d'avoir la tuberculose. Des chaises qui avaient été spécifiquement conçues pour être inconfortables et cette odeur spéciale de désespoir et de rêve brisé qui imprègne chaque tribunal des affaires familiales en Amérique. Je suis arrivé 15 minutes en avance parce que je ne suis pas un animal, contrairement à certaines personnes qui resteront anonymes mais qui riment avec « Daniel ». Carla était déjà là avec son avocate, une femme qui avait l'air de manger des pères indignes au petit déjeuner et d'utiliser leur pension alimentaire impayée comme assaisonnement. Elles avaient des boîtes de preuves organisées avec le genre de précision qui ferait pleurer de joie un quartier-maître militaire. Daniel est arrivé en titubant 10 minutes en retard, l'air d'avoir été heurté par un camion plein de leçons de vie, puis écrasé par le même camion pour faire bonne mesure. Ses cheveux faisaient ce truc où les mecs qui deviennent chauves essaient de compenser en laissant pousser les côtés plus longs, sauf qu'il avait apparemment renoncé à les peigner entièrement. Il portait un costume qui lui allait probablement quand Obama était président, et il n'arrêtait pas de tirer sur son col comme s'il essayait de l'étrangler. Mais le vrai divertissement est venu quand Jessica s'est présentée comme témoin de moralité de Daniel. Parce qu'apparemment, quand vous essayez désespérément de prouver que vous êtes un parent responsable, la meilleure référence de moralité que vous puissiez trouver est la femme que vous avez convaincue de quitter son mari et d'emménager avec vous, qui s'est ensuite fait virer quand les choses se sont compliquées, et qui vit maintenant avec ses parents et travaille 2 emplois pour payer ses décisions catastrophiquement mauvaises. Jessica avait l'air d'avoir fait ses achats dans la section « Désespérée et essayant trop fort » de n'importe quel magasin discount qui la laisserait payer en pièces de monnaie et en regret. Elle portait une robe qui était censée lui donner un air respectable, mais qui lui donnait surtout l'air de jouer à se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand la juge a appelé l'affaire, l'avocat de Daniel, qui avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs, a essayé d'expliquer pourquoi l'incapacité de son client à payer la pension alimentaire pendant 3 ans était en quelque sorte la faute de Jessica. Selon leur argument,
Daniel avait été manipulé financièrement par Jessica pour croire qu'il pouvait se permettre de la laisser vivre avec lui, et sa présence dans sa maison avait créé des dépenses supplémentaires qui l'avaient empêché de respecter ses obligations de pension. La juge, une femme qui avait manifestement entendu toutes les excuses de mère du livre et n'était pas d'humeur à en entendre d'autres, a regardé Daniel comme s'il venait d'essayer d'expliquer que la gravité était facultative. M. Patterson, a-t-elle dit. Et sa voix avait cette qualité spéciale que les juges utilisent quand ils sont sur le point de détruire tout l'argument de quelqu'un. Suggérez-vous sérieusement que le fait que votre ex-femme emménage avec vous vous a empêché de payer la pension pour votre fils? L'avocat de Daniel a bondi comme si sa chaise était en feu. Votre honneur, mon client était sous pression financière en raison de revenus non déclarés. La juge l'a interrompu, brandissant les preuves de Carla. Parce que selon ses relevés bancaires, votre client a gagné beaucoup plus que ce qu'il a déclaré à ce tribunal. C'est alors que la comédie a vraiment commencé, car Daniel a apparemment décidé que la meilleure défense était de blâmer tout le monde sauf lui-même. Il a blâmé Jessica de l'avoir forcé à la laisser emménager. Il m'a blâmé d'avoir saboté leur relation en partageant des documents privés. Il a blâmé l'économie, son ex-femme Carla, d'être vindicative et aurait probablement blâmé la météo si la juge lui en avait donné le temps. Mais le clou du spectacle a été lorsque Daniel a essayé de faire valoir que la situation de vie instable de Jessica était en quelque sorte la faute de Carla pour avoir déposé la requête qui a fait virer Jessica de sa maison. La juge a commencé à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire franc, venant du ventre, qui a fait que la sténographe a levé les yeux de sa machine. « Laissez-moi m'assurer que je comprends bien », a dit la juge quand elle a finalement cessé de rire. Vous avez violé votre accord de garde en ayant un partenaire romantique vivant chez vous, vous avez caché des revenus à ce tribunal, vous n'avez pas payé de pension pendant 3 ans, et maintenant vous voulez blâmer tout le monde sauf vous-même pour les conséquences de ces actions. Daniel a ouvert la bouche pour répondre, mais son avocat a attrapé son bras et a chuchoté quelque chose qui se traduisait probablement par « ferme-la avant d'aggraver les choses ». La décision a été rapide et brutale. Les salaires de Daniel ont été saisis, ses actifs gelés en attendant le paiement de la pension en retard, et sa garde suspendue jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'il était financièrement responsable. La juge l'a également condamné à payer les frais de justice de Carla, ce qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Quant au témoignage de moralité de Jessica, la juge l'a rejeté d'une seule phrase. Les arrangements de vie actuels et la situation d'emploi de mademoiselle Patterson suggèrent qu'elle n'est peut-être pas la juge la plus fiable de la responsabilité financière. Sortir de ce palais de justice, c'était comme regarder la scène finale d'un film où tous les méchants obtiennent exactement ce qu'ils méritent. Daniel avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer que le Père Noël n'existait pas et qu'en plus, il devait des arriérés d'impôts au Père Noël. Jessica avait l'air de commencer enfin à comprendre que les actions ont des conséquences, même quand on ne veut vraiment pas qu'elles en aient. Et moi, je me sentais comme si je venais de voir la justice servie avec une dose d'humour cosmique. Parfois, l'univers a vraiment le sens du timing. 6 mois plus tard, je vivais ma meilleure vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible quand j'étais marié à une femme qui pensait que la communication signifiait des post-it passifs-agressifs sur la façon de charger correctement le lave-vaisselle. Ma maison était calme, mon compte en banque était sain, et je pouvais manger des céréales pour le dîner sans recevoir une leçon sur la nutrition équilibrée et l'importance des légumes qui n'étaient techniquement pas des légumes. Quoi qu'il en soit, Daniel était passé de sa MC Mention à un studio qui était probablement plus petit que l'ancien dressing de Jessica. Ses salaires étaient saisis si agressivement qu'il travaillait essentiellement à plein temps pour payer le privilège d'avoir été un père indigne pendant 3 ans. Selon le réseau de ragots de la banlieue, il avait commencé à prendre le bus pour aller au travail parce que sa voiture avait été saisie et il avait été aperçu faisant ses courses au magasin à $1 comme une sorte de chasseur de trésors à bas prix à la recherche de rêves de marque à des prix de sous-marque. Le plus beau avec le karma, c'est qu'il a un excellent timing et un sens de l'humour tordu. Daniel, qui avait passé des années à se vanter d'être un « vrai homme », qui n'avait besoin de l'aide de personne, vivait maintenant dans un endroit où les murs étaient si fins qu'il pouvait probablement entendre ses voisins respirer. Pendant ce temps, le « distributeur automatique ambulant », qu'il avait si hâte de remplacer était assis dans sa propre maison, sans hypothèque, mangeant de la vraie nourriture au lieu de nouilles ramen et de rêves brisés. Jessica était retournée vivre chez ses parents, ce qui à 33 ans est essentiellement l'équivalent adulte de porter une lettre écarlate qui dit « J'ai fait des choix de vie spectaculairement mauvais ». Elle travaillait 2 emplois, un dans un café et un autre dans une sorte de télémarketing qui impliquait probablement d'appeler les gens pendant le dîner pour leur demander s'ils voulaient prolonger la garantie de leur voiture.
Son Instagram était passé de citations de motivation sur le fait de vivre sa vérité au silence radio, ce qui était honnêtement la chose la plus mature qu'elle ait faite depuis des mois. Mais les publications qu'elle faisait étaient de l'or en barre comique. Des mèmes de motivation sur le fait de renaître de ses cendres, ironique puisqu'elle avait allumé son propre feu, des citations inspirantes sur le fait de trouver de la force dans la lutte quand la lutte était entièrement auto-infligée, et ma préférée, le phénix ne demande pas la permission de renaître. Apparemment, Jessica avait décidé qu'elle était un oiseau mythique au lieu d'une femme qui avait fait exploser sa propre vie par une série de décisions de plus en plus stupides. La seule partie de toute cette situation qui m'a vraiment rendu triste, c'est Chloé. Elle avait commencé à m'écrire des lettres par l'intermédiaire de son conseiller scolaire, ce qui était probablement la chose la plus déchirante et la plus douce que quelqu'un ait jamais faite. Ces lettres étaient écrites de cette écriture soignée de 8 ans qui prend une éternité et utilise beaucoup trop de gomme, me demandant si je me souvenais encore de nos samedis crêpes et me racontant l'école et son nouveau poisson rouge nommé Monsieur Bubbles. Te souviens-tu encore de nos samedis crêpes, avait-elle écrit au crayon violet. Et je jure que cette lettre m'a frappé plus fort que tout ce que Jessica avait jamais dit ou fait. Bien sûr que je m'en souvenais. Ces souvenirs étaient à moi, gagnés au cours de 4 années à me lever tôt le week-end pour faire des crêpes aux pépites de chocolat en forme de Mickey Mouse et à l'écouter bavarder sur n'importe quel drame de 8 ans qui consumait son monde. Je lui ai répondu avec soin par l'intermédiaire du conseiller, lui disant que je n'oublierais jamais nos samedis crêpes et qu'elle pouvait toujours m'écrire. Je n'ai pas parlé de sa mère, de la situation, ni de toutes les conneries d'adultes qui avaient déchiré le seul foyer stable qu'elle ait jamais connu. Je lui ai juste dit que j'étais fier d'elle pour bien travailler à l'école et que Monsieur Bubbles avait l'air d'être un excellent poisson. Jessica m'a envoyé un dernier texto environ 3 mois après le spectacle comique du palais de justice. Tu as détruit ma vie, a-t-elle écrit, probablement assise dans sa chambre d'enfant, entourée de trophées de participation et de posters de boys bands de l'époque où le monde avait un sens. J'ai regardé ce message pendant un long moment, considérant diverses réponses. J'aurais pu souligner que je n'avais littéralement rien fait d'autre que l'aider à faire ses cartons et partager des informations qui étaient déjà vraies. J'aurais pu lui rappeler qu'elle avait détruit sa propre vie en prenant une série de décisions catastrophiquement mauvaises. J'aurais pu écrire une explication détaillée sur la façon dont les actions ont des conséquences et les choix ont des coûts. Au lieu de cela, j'ai répondu « Non, je l'ai juste laissé dans ta boîte aux lettres ». Puis j'ai bloqué son numéro, parce que certaines conversations sont terminées même quand l'autre personne ne s'en rend pas encore compte. Ces jours-ci, je sors avec Claire, une femme qui travaille à la bibliothèque et qui pense que mes blagues de papa sont vraiment drôles au lieu d'être la preuve de ma détérioration mentale. Elle n'a pas de drame d'ex-mari, pas de dossier caché plein de documents juridiques, et pas de plan directeur m'impliquant comme filet de sécurité financier. Quand elle dit qu'elle veut passer du temps ensemble, elle le pense. Et quand elle dit qu'elle m'apprécie, elle ne me compare pas à un distributeur automatique. On fait le dîner ensemble, un vrai dîner avec des légumes qui sont vraiment des légumes. Et elle ne me juge pas quand je veux regarder des films d'action où des choses explosent sans raison. Elle lit des livres au lieu de comploter des schémas relationnels élaborés. Et elle n'a jamais suggéré une seule fois que je devais être plus solidaire de sa décision d'emménager avec un autre homme. Le week-end dernier, on a essayé de faire des lasagnes et on les a tellement brûlées que l'alarme incendie s'est déclenchée et on a dû commander une pizza à la place. On en a ri, on a mangé de la pizza sur le canapé et on a regardé un film où les gentils gagnaient et les méchants obtenaient exactement ce qu'ils méritaient. Honnêtement, l'ennui n'a jamais eu un goût aussi doux.